Avez-vous déjà songé au fait que cette relation toxique était peut-être inévitable, que vous deviez l'avoir, que vous deviez rencontrer cette personne déglinguée, que c'était nécessaire? Cette question est dérangeante parce qu'elle pose d'autres sous-questions. J'ai un ami qui est intelligent, qui est drôle. C'est une personne que tu aurais envie d'avoir dans ta vie. Le genre de mec, tu vas en soirée avec lui, tu te marres tout le temps. Très fin dans sa façon d'être. Et il a eu beaucoup de succès amoureusement. Il a eu beaucoup de relations non protégées. Il le savait, et dans sa tête, les problèmes c'était pour les autres. Et puis un jour c'est arrivé, un jour il a eu le VIH. Et la question qui suit ça, c'est est-ce qu'il a eu de la malchance? Ou est-ce que ça devait arriver à un moment donné? J'ai un autre ami qui, qui a beaucoup de succès dans son entreprise. Il cartonne, un vrai gentil, un mec gentil, généreux, adoré par sa famille, adoré par ses amis. T'as un problème, il est toujours là pour toi. Le genre de personne qui est tellement généreuse que t'as envie de lui dire, euh, mec, fais gaffe, à un moment donné, une femme passera par là, et elle pourra abuser de toi, elle pourra tout te prendre. Ou un ami mal intentionné pourrait passer par là et te dépouiller complètement. T'as l'impression d'avoir un espèce de coffre-fort sur pattes, la porte ouverte, bien gentil. Qui veut mes billets? Qui veut mes billets? Et t'as envie de dire, fais gaffe mec, ce coffre-fort, peut-être qu'il faudrait le fermer de temps en temps. En troisième exemple, j'ai un autre ami qui aime bien faire la fête. Je me souviens, on avait à l'époque 20 ans, 23 ans, et c'était des soirées très arrosées. Certains d'entre nous prenaient le taxi, d'autres rentraient en voiture. À une époque, à une autre époque, à une époque où tu avais un peu moins conscience des choses. Il roulait toujours bourré quand il rentrait. Et à chaque fois qu'on lui disait, parce qu'il y avait des campagnes de prévention, il répondait oui, mais j'ai des meilleurs virages quand je suis bourré. Je suis toujours bon, même quand j'ai bu. Et quand tu multiplies statistiquement les situations à risque, il peut se passer un problème. Cet ami, en l'occurrence, il lui est rien arrivé. Il n'est pas tombé dans un ravin. Il n'a pas écrasé une poussette avec des enfants dedans. Mais statistiquement, la chose pourrait arriver. Comme une espèce de poudrière qui serait posée et il suffirait juste qu'une allumette soit là pour que malheureusement le drame arrive. Que ce soit pour cet ami qui a contracté une MST, que ce soit pour cet ami très généreux qui montre toujours son argent, qui est prêt toujours à le donner à tout le monde, pour ces personnes qui multiplient des actes où tu sens qu'à une poussière près, je sais pas, un grain de sable sur le rail, tout pourrait déraper. La question au moment où ça arrive, c'est est-ce que c'est de la malchance? Ou la vraie question, c'est pas plutôt est-ce que ça devait pas finir par arriver à un moment donné? Parce que le risque était là depuis le début. J'aimerais vous parler de moi. J'ai toujours eu des relations qui étaient doucement toxiques de toute ma vie. C'était même ce qui faisait rire les gens. Ah, le coach avec ses relations amoureuses pourries. Regardez, il me donne des conseils, mais dans sa vie, c'est pas terrible. Et dans ma tête, à chaque fois, il y avait une excuse. L'excuse, c'était j'ai pas eu de chance. L'excuse, c'était la prochaine sera la bonne. La chose que je comprenais pas là-dedans, c'est que euh, mes relations toxiques n'étaient que en mer le bruit des orages lointains, qui laissaient présager autre chose. Ça annonçait une grosse tempête dans ma vie. Il suffisait juste que ces orages se rapprochent un peu plus pour que mon bateau coule, et c'est ce qui a failli m'arriver. Ça a failli me détruire. À force de choisir les mauvais profils, à force d'avoir des comportements de dépendants affectifs, à force de pas savoir mettre des limites dans ma vie, à pas savoir dire non, à force de pas montrer mes besoins, les statistiques que ça m'arrive devenaient de plus en plus gros. Comme cet homme qui roule bourré, qui pourrait de temps en temps se prendre un trottoir, ce serait pas très grave. Sauf qu'un jour, tu rencontres une personne qui est vraiment toxique. Un jour, l'homme ivre rencontre un mur. Un jour, la personne généreuse, qui a été doucement abusée, se fait dépouiller. La plupart des gens qui rencontrent une personne perverse narcissique vont dire j'ai pas eu de chance. Je le méritais pas. J'aurais pas dû être là-dedans. Et en effet, parfois, c'est totalement le cas. Mais
la question qui est plus puissante derrière ça, c'est est-ce que je n'ai pas été programmé pour rencontrer une personne toxique? Et c'est une question qu'on peut tous se poser. Est-ce qu'il n'y a pas eu des antécédents, des signaux dans ma vie qui montraient que je me dirigeais doucement vers ça? Attention, hein, c'est pas que je voulais être là-dedans dans une relation toxique, bien au contraire, je ne voulais surtout pas être dedans. Ce que je voulais, c'était être dans une relation saine. Et si jamais tu m'avais posé cette question jusqu'à il y a quelques années, je t'aurais dit évidemment que non, je n'étais pas programmé pour rencontrer une personne toxique. J'aurais même été plus loin que ça, j'aurais dit que personne sur Terre n'est programmé pour ça. Je suis quelqu'un de bien, je suis quelqu'un de généreux, j'aime, je pardonne, et toutes ces qualités sont devenues exactement mon problème. Je cachais ma vie derrière des étiquettes. C'est tellement simple. Une étiquette, tu peux la retourner, il y a toujours quelque chose d'autre derrière. Je vais te donner 2 ou 3 exemples. Il y a 2 faces. La première face d'une étiquette, ça pourrait être par exemple, je suis quelqu'un de généreux. Dans l'absolu. Admettons, tu as été élevé de manière, je sais pas, religieuse, catholique, et on t'a appris que être généreux était la bonne chose. Tu peux te cacher derrière cette étiquette. Je suis quelqu'un de généreux foncièrement. On me l'a appris, c'est dans mes valeurs. La face cachée, si tu retournes cette étiquette, il y a peut-être autre chose derrière. C'est peut-être j'ai besoin de donner pour être aimé. Une autre face visible, c'est je fais confiance dans les gens. Je leur pardonne. L'autre partie, si tu retournes cette étiquette, c'était mon cas, c'est je veux être aimé tellement que je fais confiance à tout le monde. J'aime profondément. L'autre partie cachée, c'est j'étais dépendant affectif. La partie visible de cette étiquette devrait être un choix. Sauf qu'en réalité, chez certains, chez beaucoup de mes clients, chez moi, c'est pas un choix, c'est une blessure qui a été déguisée en vertu. Attention quand tu roules sur la route bourré, tu pourrais rentrer dans un arbre. Non, ne t'inquiète pas, je roule mieux quand j'ai bu. Je peux contrôler mon véhicule, j'ai de la vertu. Je sais où sont mes limites, je m'en sors bien. Tu devrais arrêter de fumer. Ah, il faut bien mourir de quelque chose. Tu es en train de cacher une faiblesse par de l'humour, par une vertu, par une force. Il y a une expérience qui est celle de ma vie. Elle s'appelle l'expérience de l'ours. Et vous avez peut-être vu cette vidéo sur Internet. Je vous la décris. Tu as des gens qui sont en train de faire des passes avec une balle de basket. Et la vidéo dit, pouvez-vous compter combien de passes ont été faites ou combien de fois la balle a rebondi au sol, quelque chose comme ça. Et les gens comptent, et il s'avère qu'à la fin de cette vidéo, qui est très courte, qui doit durer quelques secondes, on te dit non pas combien est-ce qu'il y a eu de balles de basket envoyées, ou de passes ou de rebonds, on te pose la question de est-ce que tu as vu qu'il y avait un ours sur la vidéo? Parce que ton cerveau est câblé pour compter le nombre de balles, tu oublies totalement l'essentiel de voir qu'un homme déguisé en ours est passé sur cette vidéo. Et il s'avère que dans les statistiques de cette expérience humaine, 50% des gens ne voient pas l'ours dessus. Ils sont tellement concentrés à regarder la balle qu'ils ne voient pas l'essentiel. Moi, mon cerveau se comportait de la même manière. Je ne voyais pas l'ours dans l'équation. Je ne voyais pas les personnes toxiques. J'étais tellement occupé à vouloir être aimé, à combler ma dépendance affective, à me cacher derrière des étiquettes, que j'oubliais totalement de regarder ce qui se passait réellement dans l'équation. Des personnes profitaient de moi. Et ce n'est pas que la personne perverse. J'ai un historique entier dans ma vie de personnes qui profitaient de ma gentillesse, de ma patience, de ma bienveillance, de mes efforts, de mon argent, de mon temps, de mon pardon. À la place de voir l'ours, j'observais uniquement une chose. Est-ce que je suis aimable? Est-ce que les gens vont m'abandonner? Qu'est-ce que je dois dire pour être apprécié sur Terre? Je vais vous donner le détail de 3 étiquettes. Par exemple, je suis généreux, ce qui est un grand classique des gens qui se font détruire par un pervers narcissique. La pensée, c'est je ne suis pas suffisant par défaut, je ne peux pas être tel quel, je dois donner plus, je dois être généreux. Quand je parle d'argent, ça peut être en temps, ça peut être en service, ça peut être en plein de choses. Parce que je donne plus, parce que je pense que je ne suis pas suffisant, alors si je donne beaucoup, je ne serai pas abandonné. La réalité triste, c'est que je donne
pour contrôler l'autre, pour que l'autre ne parte pas en face de moi. Une autre étiquette, c'est je fais confiance. Je me dis par défaut, c'est ce que je me disais avant ma relation perverse, par défaut, je fais confiance à tout le monde et tout le monde est bon sur Terre. La réalité, c'est que je préférais penser tout le monde bon dans la seule peur de ne pas être abandonné. J'aime profondément, ça vous l'avez probablement aussi. Je suis le genre de personne pour qui l'amour, ça compte profondément, c'est plus important que tout sur Terre. La réalité, c'est que je confondais amour et dépendance affective. J'avais juste peur d'être abandonné, j'aurais pu tomber amoureux d'un poteau téléphonique. Il y avait des signaux qui étaient tellement clairs que tous mes amis me disaient « Antoine, regarde tous les soucis qu'il y a dans votre couple. » Qu'est-ce que je disais? Je fermais les yeux sur l'ours et je disais « Oui, certes, il y a 2-3 problèmes, mais ça peut se corriger, il n'y a rien de grave. » Et puis, je comprends son enfance et je sais exactement d'où elle vient. Et tout ceci, ça me crée de l'empathie et ça peut s'arranger. La vraie question, quand tu es une poudrière qui n'attend qu'une étincelle pour exploser, c'est qu'est-ce que tu vas tirer avec ça? Une personne saine, c'est mettre des frontières, des stops. Pas mon cas, bien évidemment. Dire non, savoir partir quand c'est nécessaire. Dire 1 fois, 2 fois, 3 fois, écoute, ce comportement ne m'a pas plu. Si jamais ça se reproduit, je partirai. Combien j'ai donné d'avertissements? 1000? 1 million? Attention, je n'aime pas ça. Est-ce que je suis parti? Bien évidemment que non, je suis resté dedans. Qu'est-ce que l'autre a appris en face? On peut lui faire tout ce qu'on veut, il restera. On va tester ses limites. Et là, tu tombes sur un pervers narcissique un jour qui va en abuser et qui va te piller mentalement. T'en arrives à un point où la douleur est telle que tu pourrais quasiment tout supporter. T'es devenu résistant au mal, dur au mal. Oui, j'ai mal. Oui, je connais ça. Je connais ça depuis tout le temps. On m'a fait souffrir. On m'envoie un pervers narcissique. J'ai déjà souffert avant. Je peux supporter ça aussi. Et peut-être même que parce que j'ai de la souffrance, parce que je pense tout le temps à l'autre, alors c'est de l'amour. Et tu confonds doucement douleur et amour. Parce que j'y pense, c'est le signe que c'est de l'amour. Pas du tout. Pour une personne qui est toxique, ce genre de profil qui confond tout, c'est une invitation. C'est un panneau en 4x3 dans la rue. Ça veut dire « Venez défoncer ma vie, je suis prêt à tout supporter ». Et puis, quelques années après, tu vois cette équation différemment. Vous avez peut-être remarqué que mes vidéos sont très différentes entre celles du début de cette chaîne et celles d'aujourd'hui. Parce qu'il y a un moment où tu comprends que tu as été le terreau fertile de cette mauvaise herbe. Attention, je ne dis pas qu'on l'a bien mérité. Ce serait vraiment mécomprendre totalement cette vidéo. Je dis juste que quand tu fais une porte ouverte et que tout est gratuit, tu risques de te faire piller. C'est juste ça que je dis. Il y a une phrase qui aurait peut-être aussi pu me mettre sur la piste, qui était beaucoup plus subtile. Cette phrase-là, c'est que j'ai pas comprise jusqu'à il y a quelques jours. On m'a souvent dit « 2 ans avec toi ressemble à 20 ans ». Il faut comprendre aussi quelque chose, dans mon propre mea culpa, c'est que quand tu es dépendant affectif, quand tu es résistant à la douleur, quand tu montres aucun stop, il y a des chances que tu crées une relation déglinguée, peut-être même parfois avec des gens qui sont sains, parce que tu en demandes beaucoup, parce que tu es intense, parce que tu as toujours besoin de réassurance. Tu viens un tout petit peu dans ta partie à créer ce problème aussi. Il y a une phrase que j'aime beaucoup qui dit « Chaque structure surchargée finit par céder ». Et la dépendance affective, qui est le profil idéal pour un pervers narcissique, la dépendance affective vient créer cette surcharge sur le couple. Parce que j'ai besoin d'être sauvé, parce que je ne peux pas être abandonné, parce que j'ai besoin que ce soit toi, ma raison de vivre, le sens de ma vie, je viens surcharger cette structure qui bien évidemment sera utilisée par une personne toxique, mais qui même pour une personne saine est dure à vivre. Et si jamais tu ne sais pas de quoi je parle, sors avec une personne qui est dépendante affective, même si tu l'es. Et par miroir, tu vas tout de suite voir toi-même à quoi tu ressembles. Tu crées un épuisement chez l'autre et tu crées aussi un épuisement chez toi, à toujours demander à l'autre un rôle qu'il n'a pas, qu'il ne devrait pas avoir. Tu n'es pas ma mère par substitution, tu n'es pas mon père par substitution, tu n'es pas mon Dieu, tu n'es pas la personne qui, si elle disparaît, fait que je décède dans un coin. Non, tu n'es pas ça. Tu es juste mon partenaire. Arrive la tempête. Oui, il y avait des signes précurseurs. Oui, on te l'avait dit, mais tu avais mis la bonne étiquette dessus.
Tu étais peut-être inconsciemment, comme moi, caché derrière ça. La tempête arrive, la personne perverse. La première question, c'est pourquoi moi? Pourquoi ça me tombe dessus? Je suis quelqu'un de gentil, je suis quelqu'un de chouette, je suis une femme adorable, je suis un homme qui prend soin de l'autre. Pourquoi est-ce que je n'ai pas mérité de tomber sur quelqu'un de bien? Et c'est vrai que ça aurait pu aussi. Tu aurais pu tomber sur quelqu'un de très chouette. Et cette question, elle te hante pendant longtemps, après chaque abus, après chaque agression sur Terre. Quelqu'un qui va dans la rue, qui se fait agresser, se pose la question de pourquoi moi? J'aurais juste pris l'autre route, ça aurait été différent. Mais il y a une grosse différence entre une agression dans la rue que tu n'as pas choisie et une relation amoureuse que tu as choisie. La phrase la plus dure sur la perversion narcissique étant que une relation perverse est une prison aux portes ouvertes. Il n'y a pas de barreau, tu aurais pu en partir quand tu voulais, comme moi. J'en suis pas parti, je suis resté dedans. Donc il y a pourquoi moi, pourquoi ça m'est tombé dessus. Ensuite c'est pourquoi l'autre a été aussi cruel à des points que j'entends en accompagnement, que j'ai vécu moi-même, à des points d'une cruauté inhumaine. Et la question qui suit, c'est pourquoi est-ce que ça arrivait maintenant dans ma vie, à ce moment-là? Pourquoi est-ce que ça m'est tombé dessus alors que ça aurait pu, d'une part, ne jamais m'arriver, ou arriver plus tôt, ou arriver juste là? Mais une autre question qui est encore plus forte et qui est extrêmement dérangeante, c'est et pourquoi pas moi? C'est-à-dire, pourquoi est-ce que ça ne me serait pas arrivé? Cet homme bourré qui va rouler tous les soirs, ivre, qui va dépasser les limites, qui s'il se faisait contrôler irait en prison directement. C'est vrai au final. Le jour où ça lui arrive, ça lui est jamais arrivé, mais le jour où ça lui arrive, oui, pourquoi pas moi? Est-ce que je l'ai pas cherché? Est-ce que c'était pas la suite logique? Est-ce que ça ne devait pas m'arriver? Vu comme j'étais, vu comment je fonctionnais, vu tous les signaux que j'ai ignorés pendant des années. Et à un moment donné, la situation devenait probable. Elle devenait même très probable. Vu mon comportement, j'avais de fortes chances que ça arrive à un moment donné. Et c'est la puissance de la guérison de la relation toxique, c'est dans une étape après. Si cette vidéo est un peu dure ou dérangeante, coupez-la, regardez-la plus tard, hein, dans quelques années. Ça peut faire du mal trop tôt. C'est peut-être des questions trop rapides, trop tôt, juste après la relation toxique, parce qu'au début, on a besoin de blâmer l'autre. C'est normal. Un thérapeute qui vous dirait ne blâmez pas l'autre, ou vos copains qui vous disent remets-toi toi-même en question, c'est pas bon. La première étape saine et logique d'une relation toxique, c'est de blâmer l'autre. Elle est nécessaire, elle est essentielle. Là, on parle de questions qui arrivent après. À un moment donné, tu ne blâmes plus l'autre. C'est là où j'en suis, c'est peut-être là où tu es en train d'arriver, peut-être même que tu es là depuis quelques temps. Tu regardes non plus le pas de chance, il y avait un arbre qui était planté là le jour-là. Tu regardes le conducteur. Tu te dis, qu'est-ce qui allait pas et quels étaient tous les signaux qui m'emmenaient vers ça et quel est le beau message qui avance là-dedans. La question à laquelle j'aimerais que tu répondes, c'est est-ce que j'étais la poudrière dans ma vie? Est-ce que mon terrain n'avait pas de clôture? Est-ce que tout le monde pouvait venir piller toutes mes ressources chez moi? Et si tu commences à te poser ce genre de questions, tu réalises que à partir du moment où tu es la poudrière, des allumettes, il y en aura toujours. Il y aura toujours une personne, tôt ou tard, qui viendra piller ça. Si tu le souhaites, pense à cette question et je te propose que demain, on fasse la suite et qu'on voit ce que ça change profondément dans la vie. On va faire une série, pour une fois, on va faire une série de 2 vidéos. Voilà mes amis, j'espère que ça vous a intéressé et j'ai hâte de lire vos commentaires.